Peut-on véritablement parler d'incident diplomatique? Je pense que les turiféraires du régime, une fois de plus, nous emmènent dans des voies qui nous détournent de l'essentiel. Les États-Unis, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce n'est pas un pays ami. Est-ce que les États-Unis ne sont plus un pays ami du Cameroun? Les États-Unis sont donc un pays ami du Cameroun. Ils viennent d'ailleurs de nous donner des avions là pour combattre Boko Haram. Et nous n'avons pas refusé. Et nous avons de bonnes raisons d'accepter. C'est un pays ami. Et lorsque des gens sont amis, ils se donnent des conseils. Et ils se disent la vérité. Il n'y a que des mauvais amis qui ne donnent pas de conseils à leurs amis. Donc, lorsque l'ambassadeur des États-Unis pense que les États-Unis doivent donner un conseil au Cameroun, je ne vois pas pourquoi un groupe d'individus se lève pour organiser une fois de plus une levée de bouclier, un tintamarre national sur la souveraineté. Pour qu'on commence à discuter non plus sur le conseil et sa pertinence, mais sur la souveraineté. Parce que si on veut nous amener à discuter sur la souveraineté... Ce jeudi au Cameroun, c'est le sujet... Qui parlent là sont convaincus du fond de leur cœur que nous sommes souverains? Qui? Vous êtes souverain quand vous courez partout à travers le monde, demandez de l'aide financière à gauche et à droite. Vous êtes souverain quand vous devez obéir aux injonctions du Fonds monétaire international. Vous êtes souverain quand les autres décident au Conseil de sécurité sans vous. Le problème n'est donc pas là. Le problème est que dans ce pays, il y a des gens qui pensent que la défense du Cameroun, ils confondent ça avec la défense de leurs intérêts du moment. Et quand ils voient leurs intérêts du moment mis en danger d'une manière ou d'une autre, ils créent ce type de tintamarre. La survie du président Biya au pouvoir ne dépend pas des États-Unis. L'ambassadeur américain ne l'a pas dit. La survie du président Biya au pouvoir à 85 ans dépend d'abord de Dieu, ensuite des Camerounais. Pourquoi on veut nous distraire? Moi j'appelle tous les électeurs du changement à ne pas être distraits par ce type d'épiphénomène et à nous concentrer sur l'essentiel. Les élections auront lieu. Rien n'empêchera les élections. Tous ceux qui travaillent à l'étranger pour obtenir que les élections n'aient pas lieu au prétexte que dans 2 régions du pays il y a l'insécurité, ils se trompent. Ils n'ont qu'à voir l'histoire du monde. Partout où il y a eu des mouvements sécessionnistes, 1, l'État a gagné. 2, les élections ont toujours eu lieu. 40 ans de guerre civile en Casamance au Sénégal n'ont pas empêché qu'il y ait des élections au Sénégal. Plus de 40 ans de guerre en Sahara occidental, ça n'a pas empêché le Maroc de vivre comme un État et de continuer à faire ses élections, changer de premier ministre, etc. De 20-30 ans de guerre au Cabinda, ça n'a pas empêché l'Angola de fonctionner. La guerre du Cachemire indien, les séparatistes cachemiriens ne sont pas assis sur une table de discussion avec l'État indien. On les a matés dans le feu. Les sécessionnistes irlandais n'ont jamais discuté de la sécession avec le Royaume britannique. On les a pourchassés. C'est de ça qu'il s'agit. Les sécessionnistes camerounais seront pourchassés parce que nous n'admettons pas la discussion politique sur la base de la décomposition de l'État du Cameroun. Il n'y a pas de discussion sur la décomposition de l'État du Cameroun. Et le président l'a dit, il a bien fait. Pour ça là, je suis de ceux qui le supportent. Et je dis, au moment où un discours fédéraliste, qui en réalité, quand vous l'écoutez, recèle de dangers terribles, ressemble extrêmement à une porte que nous sommes en train d'ouvrir sur la fragmentation du pays, au moment où ce discours prend corps, s'intensifie, s'amplifie, il est urgent qu'un front républicain qui veut défendre l'État unitaire décentralisé se mette en place. Les élections qui vont avoir lieu auront valeur de référendum. Pour que ceux d'entre nous qui prônent le retour 46 ans en arrière,
dans des conditions d'incertitude totale. Certains parlent du fédéralisme à 2 États, d'autres parlent du fédéralisme à 4 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base régionale à 10 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base des entités autochtones, etc., etc. On ne sait même plus de quel fédéralisme les gens nous parlent. Eh bien, nous devons nous organiser pour que nous qui voulons la préservation de l'héritage des pères fondateurs qui ont amené le fédéralisme. Ce n'est pas la colonisation qui a amené le fédéralisme. C'est Mouna, c'est Foncha, c'est Aïdjo et leurs collaborateurs qui nous ont fait aller dans le fédéralisme. Comprenez pas dans la reconstitution de l'État unitaire que nous étions avant. Nous étions des peuples unis. Il n'y avait pas d'État. L'État, c'est eux qui l'ont créé. Ils créent ça sous la forme fédérale. Ça dure 11 ans. Et eux-mêmes font le constat qu'il faut avancer. Parce que la forme fédérale n'était pas la meilleure. S'ils avaient vu dans la forme fédérale la forme achevée de l'État qu'ils souhaitaient, ils n'auraient pas organisé le progrès vers l'État unitaire. Maintenant, les révisionnistes, ceux qui veulent enlever de clair, parce que il est la colonisation, ils veulent relire Foncha, ils veulent démontrer comment Foncha était, on l'a roulé. Vous pouviez rouler Foncha? Vous, qui de tous ceux qui parlent là pouvaient s'asseoir sur une table et discuter avec Foncha? Les Foncha et les Mouna, c'était des hommes puissants. Puissants. Puissants même culturellement, vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient régulièrement élus. Ils avaient et la charge politique et la charge culturelle. C'est de Foncha que vous parlez, vous dites qu'on l'a roulé. Ceux qui disent ça ne connaissent pas l'histoire. Et ils croient que les choses des nations se traitent simplement. Un État a besoin de bases solides. Les États-Unis sont plus anciens que nous. Personne ne se lève là-bas pour remettre en cause la forme de l'État. Et en attendant, je demande à tous ceux qui spéculent de nous donner l'exemple d'un État au monde qui avait cette forme-ci un jour, qui a pris une autre forme un autre jour, et qui est revenu sur l'ancienne forme un autre jour. Parce que si nous faisons cela, eh bien, demain, d'autres personnes vont se lever pour demander qu'on change encore la forme pour devenir royaume. Et puis un autre jour, d'autres personnes vont encore se lever, etc. Nous serons probablement le seul État au monde qui change de base éternellement. Maître Doki, sur cette question, est-ce qu'on peut penser ou croire ou dire simplement qu'il y a eu violation du droit de réserve? Je ne vais pas partager tout à fait le point de vue de mon frère à ma droite. Je pense que si je suis d'avis que les États-Unis sont un pays ami, je dois dire que ce qui est reproché à l'ambassadeur, ce n'est pas d'avoir donné un conseil au président de la République, parce qu'un ami a le droit de donner un conseil, mais c'est de divulguer le contenu de sa conversation avec le chef de l'État. Et si le ministre des Relations extérieures, le ministre le jeune Bélan Béla l'a rappelé à l'ordre, c'est parce qu'il s'agit là d'une violation, n'est-ce pas, des canons diplomatiques. Il pouvait très bien donner n'importe quel conseil, mais il n'avait pas le droit de divulguer cela à la presse. Mais en ce qui me concerne, c'est un problème mineur. Nous ne pouvons pas entrer en conflit avec les Américains, pour si peu. Pour si peu, parce que comme l'a dit Elim Bilobé tout à l'heure, ce ne sont pas les Américains qui viendront élire un président de la République. Et je crois que notre chef de l'État a lui-même donné une réponse à cette problématique. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et il a dit à un autre chef d'État qui lui avait donné un conseil du même ordre. Il s'agissait du président Hollande. Souvenez-vous. Par ailleurs, je dois dire que dans l'histoire du monde, et s'agissant particulièrement des Américains qui veulent gérer le monde à leur façon, et surtout l'actuel président des États-Unis, qui ne laisse rien passer et qui pense que il est revenu à une époque où la parole des États-Unis est la seule qui compte. Regardez ce qui se passe entre les États-Unis et les pays européens. Quand les Américains prennent position sur un sujet, eh bien c'est ce qui doit s'appliquer, pas autre chose. Quand ils viennent de remettre en cause l'accord nucléaire,
iranien, contre l'avis de tous les Occidentaux. Mais ils l'ont fait. Mais tous les jours, ils disent, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Quand ils estiment. Mais je dis, l'ambassadeur des États-Unis n'avait pas à divulguer, n'est-ce pas, le contenu de sa conversation avec le chef de l'État. Sur ce plan-là, le gouvernement camerounais a réagi comme il fallait. Mais nous ne devons pas profiter de cela pour penser que nous devons entrer en guerre, même si c'est une guerre verbale, contre les États-Unis. Parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Les Américains sont les Américains, pour paraphraser quelqu'un, et ils sont puissants. C'est des gens qui peuvent mettre à genoux qui ils veulent, surtout des pays comme les nôtres, pauvres, sans ressources, qui n'ont rien. Qu'avons-nous pour lutter contre les États-Unis? Donc, n'essayons pas d'attiser cette situation, d'attiser les braises, parce que nous ne pourrons pas suivre. L'ambassadeur américain a joué son rôle, il a un tout petit peu dévié, le Cameroun l'a rappelé à l'ordre. Eh bien, ne continuons pas, arrêtons là, parce que c'est un pays ami. Maître Julius Achou, c'est un rappel à l'ordre qui était donc nécessaire, pour un recadrage nécessaire pour redynamiser la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. Je pense que le ministre des Affaires extérieures a joué son rôle pour le rappeler à l'ordre. Et c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas diplomatique de discuter avec un chef d'État et vous sortez pour dire ce que vous avez dit à la presse. L'ambassade devait agir avec beaucoup de réserves. Mais vous savez, ce qui m'étonne, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est le fait que ils sont en train de mettre le mouvement sécessionniste au même niveau que l'État. C'est ce que j'ai toujours reproché à l'Église et que certains occidentaux. Quand vous voulez, n'est-ce pas, qu'il y ait une discussion entre une rébellion et un État, ça veut dire que si vous êtes en train de donner une reconnaissance à cette rébellion, l'Église catholique a fait, maintenant les États-Unis sont en train de le faire. Et quand vous voyez, ça joue, n'est-ce pas, ça nous met en position de difficulté. N'oubliez pas que les États-Unis est un pays uni maintenant à cause d'une guerre de sécession qui a fallu presque 10 millions de morts. Ils n'ont pas eu à s'asseoir pour discuter avec qui que ce soit. Il y a eu guerre, affrontement parce qu'il y avait un problème de sécession. Et le Nord a gagné sur le Sud et les États-Unis est le pays le plus puissant dans le monde aujourd'hui. Donc, il doit cesser, on doit cesser à donner la crédence, la crédibilité à une rébellion dans un pays. Parce que lorsqu'on donne ça, ça crée le chaos. Moi, je sais que, en la matière, c'est vrai que lorsqu'il y a dissension ou bien les gens sont fâchés dans le pays, il peut y avoir des excès. Mais lorsqu'il faut parler de ces choses, ce n'est pas à la diplomatie de le faire de façon ouverte. Ça se fait, n'est-ce pas, par des correspondants en sous-marin. Lorsqu'il y a des discussions, si les Américains qui pensent qu'ils sont très puissants, ils devaient d'abord envoyer les émissaires dans la brousse pour voir ce qu'ils veulent qu'on plie les armes, pour essayer de les faire raisonner, pour organiser un cessez-le-feu, pour que, n'est-ce pas, ça s'arrête. À partir du moment où ils ne veulent pas le faire, mais il vient en public dire que non, il faut discuter avec la rébellion, ils sont en train de mettre le feu dans le feu pour que ça s'allume. Et ça va brûler le pays. Et c'est ça que je n'accepte pas les déclarations de l'ambassadeur. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne devait pas le faire. On ne voit pas ça. Mais c'est ça les conséquences. Si vous donnez une crédibilité à ces gens qui sont en brousse, pourquoi vous voulez qu'ils ne continuent pas? Il faut que les ambassades... Je pense que ce n'est pas la seule ambassadeur, le premier ambassadeur qui a donné conseil au chef de l'État. Mais aucun ambassadeur n'a osé dire ouvertement ce qu'il a dit. Pourquoi l'ambassade américaine a voulu le faire? Moi, je pense qu'il a agi avec beaucoup de légèreté. Très bien. Et le rappel de l'ordre du ministre est très urgent et nécessaire. Pour sauter rapidement. Le souci que moi j'ai, c'est que, au-delà de ce malentendu, même si l'ambassadeur américain n'était pas allé au palais donner ce conseil qui était finalement devenu public, encore que Hollande l'a fait, ça n'a pas fait autant de bruit. C'est vrai. Même s'il ne devait pas le faire et qu'il a fait, ce que je constate, et ça je le dis au gouvernement ici, que on sait que il y a un combat de lobbying. Oui. Les sécessionnistes
ont leurs lobbyistes qui travaillent pour que le gouvernement américain et britannique oui. aient des positions dans cette affaire qui leur sont favorables. Nous savons même qu'il peut y avoir des intérêts économiques en sous-main qui ne s'expriment pas publiquement, qui alimentent ce conflit, faisant espérer à certaines personnes que s'il y avait une partition du Cameroun, eh bien, ces personnes-là adviendraient au pouvoir dans la République nouvelle qu'ils auront créée et ils seront assis sur le contrôle des gisements de pétrole et autres richesses, probablement pour reproduire le même mauvais modèle de mauvaise gestion. Nous savons donc ça. L'État du Cameroun ne doit pas rester les bras croisés sur le plan du lobbying international. Il faut que les diplomates chevronnés aillent expliquer au Parlement britannique, aillent expliquer au Congrès américain la réalité du mécontentement anglophone, les lacunes qui ont eu cours dans l'histoire de notre pays, la sous-représentation, certes, des élites anglophones à un haut niveau de responsabilité dans le pays, parce que moi je suis de ceux qui pensent que le fond du mécontentement anglophone, c'est pas qu'on ne goudronne pas les routes, parce qu'on ne goudronne pas les routes à Dibombari, on ne les goudronne pas à Yabassi, on ne les goudronne pas à l'Estée. Non, l'incompétence est pour tout le monde un fléau. Ni à Bonendale. Bon, même pas à Bonendale chez Maître, hein, chez Maître Achou, encore moins, c'est très grave là-bas. Il y a des régions, hein, ou des départements, même des villes, où il faut sortir, par exemple, aller au Nigeria avant de revenir. Mais il y a des départements ici, au littoral, des communes, ici au littoral, Angambé, etc. Pour partir de Douala à Angambé, par Edea, vous ne pouvez pas. Vous êtes parfois obligé de passer par le centre, etc. C'est des aberrations. Mais est-ce que cela peut expliquer que ceux qui viennent intervenir dans notre conflit, pour soi-disant nous aider, créer les conditions pour que l'État soit faible et s'affaiblisse davantage? Si vous réglez le problème avec la crise anglophone en faisant du Cameroun un État dorénavant faible, mais il y aura la crise Sawa, il y aura la crise Betty, il y aura la crise de l'Est, chacun va développer sa crise. Donc nous ne sommes pas d'accord. Et j'invite tous nos compatriotes à la retenue. Le régime qui nous gouverne est mauvais. Nous sommes en droit de le renverser démocratiquement. Mais, moralement et légitimement, tous les moyens ne sont pas bons pour le faire. Ne pensons pas que ce qui suffit, c'est de renverser le régime. Posons-nous la question, si nous le renversons en dehors des mécanismes contrôlés, qu'est-ce qui va se passer après? On a renversé Siad Barre en Somalie. Et après, la Somalie a disparu de la carte. Le chaos. Qu'on n'oublie pas ça. On a renversé Kadhafi. Vous voyez la peine que les survivants ont pour reconstruire un État normal et viable. Peut-être que la Libye n'existera plus comme nous l'avons connu. Donc, nous avons fait le choix de la bonne méthode, le choix des élections. Un partenaire du processus électoral ne travaille pas bien. Les élections sont frauduleuses, elles sont ceci, elles sont cela. Mais l'analyse réelle et objective du processus électoral au Cameroun montre que si nous avons échoué 26 ans à renverser le régime du président Biya, ce n'est pas pour la faute. Il faut qu'on accepte la vérité. La vérité, c'est que nous échouons 15 fois déjà en 26 ans à renverser le régime parce que nous sommes désordonnés. Les forces d'alternance ne se parlent pas. Désorganisées. Elles sont désorganisées. Les études que nous venons de terminer, le conseiller Zipan, moi-même et le conseiller Diogaremi, montrent que le vote contestataire est majoritaire dans presque toutes les circonscriptions électorales. Mais c'est le RDPC qui gagne.
Parce que trop de partis politiques pour se présenter contre le RDPC. Je vous rappelle que dans la petite localité de Ngaoundéré 3, 3e, vous pouvez imaginer que c'est Ngaoundéré 3e qui a battu le record des partis politiques en compétition contre le RDPC. 7 partis pour contrôler la commune de Ngaoundéré 3 étaient en compétition. Suite, Douala 5. 6 partis. 5 de l'opposition contre le RDPC. 5 messages, 5 listes, 5 fois 3 50 000 francs de caution, ça fait 15 250 000 que tous ces 5 partis de l'opposition ont déposé au trésor, alors que le RDPC, lui, l'a mis 3 50 000. 305 cadres que nous avons utilisés à Douala 3 pour renverser le RDPC. Et puis, il y a eu 97 000 votants. C'est 41 000 ont donné leur suffrage au RDPC. Il faut qu'on tire les leçons. Sortons de ce sujet. 56 000 ont voté contre le RDPC. Mais c'est le RDPC qui a gagné. Parce que nos 56 000 voix se sont dispersées. 27 000 pour le SDF, ça lui a donné 8 conseillers. Il cherchait 61. Seul. Il voulait, la gourmandise voulait qu'il voulait 61 seul. Il a fini par avoir 8. Le MRC a eu 12 000 voix. Parce qu'il voulait seul. Il a eu 4 conseillers. L'UPC a eu 8 000 voix. Elle voulait 61 conseillers. Elle a eu 3. Le PADEC a eu 6 000 voix. Il voulait 61 conseillers seul. Il a eu 2. L'UNDP voulait 61 conseillers seul. Elle a eu 2600 voix. Elle a eu 0 conseiller. Et on a confisqué sa caution au trésor. Voilà les conséquences de la dispersion de l'opposition. On vous a bien entendu. Donc les leçons. Regardons-nous aussi au miroir. Quand on a échoué, mes frères, quand on a échoué les élections 15 fois en 26 ans, on ne peut pas se permettre de revenir devant les gens avec le même comportement, les mêmes méthodes, le même discours. C'est que nous ne sommes pas intellectuellement honnêtes envers nous-mêmes.